abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos histoires émouvantes. Je m'appelle Carlos Fuentes et ma vie a basculé en un instant. Je me souviens encore de cette nuit-là comme si c'était hier. La pluie battante, les éclairs aveuglants, et ce sentiment d'impuissance alors que notre voiture dérapait sur la route glissante. Ma femme, Isabella, était assise à côté de moi. Notre fils Miguel endormi sur la banquette arrière. Nous revenions d'une soirée chez des amis heureux et insouciants. Comment aurais-je pu savoir que ces moments seraient les derniers que nous partagerions ensemble? Le bruit assourdissant du métal qui se tord, le cri d'effroi d'Isabella, puis le noir total. C'est tout ce dont je me souviens avant de me réveiller dans cette chambre d'hôpital stérile, 3 jours plus tard. La douleur lancinante dans tout mon corps n'était rien comparée à celle qui allait déchirer mon cœur. Un médecin à l'air grave est entré dans ma chambre, suivi d'une infirmière au regard compatissant. Leur visage en disait long avant même qu'ils ne prononcent un mot. « Monsieur Fuentes », a commencé le médecin d'une voix douce, « je suis désolé de vous annoncer que votre épouse n'a pas survécu à l'accident. Le monde s'est arrêté de tourner à cet instant précis. » Isabella, ma douce Isabella, partit à jamais. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne voulais pas y croire. Les mots du médecin résonnaient dans ma tête comme un écho lointain, irréel. Puis, une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit. « Et Miguel ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Où est mon fils ?» Le silence qui a suivi ma question était assourdissant. Le médecin et l'infirmière ont échangé un regard inquiet avant que le médecin ne reprenne la parole. « Monsieur Fuentes, je suis navré, mais nous n'avons aucune information concernant votre fils. Il n'était pas dans la voiture lorsque les secours sont arrivés sur les lieux de l'accident. » Cette nouvelle m'a frappé comme un coup de poing en plein visage. Comment était-ce possible? Miguel était avec nous dans la voiture, j'en étais certain. Où pouvait-il être? Était-il... Non, je ne pouvais pas envisager cette possibilité. Mon fils devait être vivant quelque part. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de douleur, de confusion et de désespoir. Les recherches pour retrouver Miguel ont été lancées immédiatement. Mais chaque jour qui passait sans nouvelles diminuait un peu plus mes espoirs. J'ai assisté aux funérailles d'Isabella dans un état second, incapable de réaliser pleinement ce qui m'arrivait. Comment pouvais-je dire adieu à la femme que j'aimais plus que tout au monde, tout en continuant à espérer le retour de notre fils? Les semaines se sont transformées en mois, et les mois en années. Malgré tous mes efforts, malgré l'argent que j'ai investi dans les recherches, Miguel restait introuvable. La douleur de cette double perte me consumait de l'intérieur. J'étais devenu l'ombre de moi-même, un homme brisé qui se noyait dans le travail pour tenter d'oublier. C'est à cette époque que j'ai appris une nouvelle qui a achevé de détruire mes espoirs de reconstruire une famille. Les médecins m'ont informé que les séquelles de l'accident m'avaient rendu stérile. Je ne pourrais jamais avoir d'autres enfants. Cette révélation a été le coup de grâce. J'avais tout perdu, ma femme, mon fils et maintenant la possibilité même d'être à nouveau père un jour. Face à ce vide immense, j'ai cherché un sens à ma vie. Ma fortune, autrefois source de fierté, me semblait désormais vaine et sans importance. Qu'est-ce que l'argent quand on a perdu ceux qu'on aime? C'est alors que j'ai pris une décision qui allait changer le cours de mon existence. Je me suis tourné vers la philanthropie. J'ai commencé par faire construire une école dans un quartier défavorisé de Mexico. Voir les visages des enfants s'illuminer lorsqu'ils ont découvert leur nouvelle école m'a procuré un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Cela ne comblait pas le vide laissé par Isabella et Miguel, mais cela me donnait un but. Au fil des années, j'ai multiplié les projets caritatifs. Des hôpitaux, des orphelinats, des centres communautaires. Chaque nouvelle institution que je créais était une pierre posée sur le mur de ma rédemption. Je ne pouvais pas sauver ma propre famille, mais je pouvais peut-être en aider d'autres. Malgré tout, la nuit, lorsque je me retrouvais seul dans ma grande maison vide, le chagrin me submergeait toujours. Je regardais les photos d'Isabella et de Miguel, me demandant ce qu'aurait été notre vie si cette nuit fatidique n'avait jamais eu lieu. Aurions-nous eu d'autres enfants? Miguel serait-il devenu le jeune homme brillant que j'imaginais? Les années ont passé, et bien que la douleur ne m'ait jamais vraiment quitté, j'ai appris à vivre avec. J'approchais de la cinquantaine, et pour la première fois depuis longtemps, je commençais à envisager l'avenir avec un semblant de sérénité. C'est alors qu'une idée a germé dans mon esprit. Une idée qui allait une fois de plus bouleverser mon existence. Pourquoi ne pas adopter un enfant? Cette pensée m'est venue un soir,
alors que je visitais l'un des orphelinats que j'avais fait construire. En voyant tous ces enfants qui avaient besoin d'amour et de stabilité, j'ai réalisé que je pouvais peut-être encore devenir père, d'une certaine façon. Mais comment choisir? Comment savoir quel enfant pourrait combler ce vide dans mon cœur? J'ai décidé de prendre mon temps, de visiter plusieurs orphelinats, de rencontrer des enfants de tous âges. Je ne cherchais pas à remplacer Miguel, je le savais impossible. Je voulais simplement offrir à un enfant l'amour et les opportunités que j'aurais voulu donner à mon fils. C'est ainsi que j'ai entamé un périple à travers le Mexique, visitant les institutions que j'avais créées au fil des ans. Chaque visite était à la fois un déchirement et un espoir. Je voyais dans chaque enfant le reflet de ce qu'aurait pu être Miguel, et pourtant, aucun ne semblait être celui que je cherchais. Jusqu'à ce jour, 15 ans après l'accident, où le destin m'a réservé une surprise que je n'aurais jamais pu imaginer. Une rencontre qui allait non seulement changer ma vie, mais aussi lever le voile sur un mystère vieux de 15 ans. Une rencontre qui allait raviver des espoirs que je croyais éteints à jamais. Mais cela, je ne le savais pas encore. Alors que je me préparais à visiter un énième orphelinat, j'étais loin d'imaginer que ma vie était sur le point de basculer une fois de plus. Cette fois-ci, cependant, ce ne serait pas vers les ténèbres, mais vers la lumière d'un espoir retrouvé. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. C'était un mardi ensoleillé, et j'étais en route pour visiter un orphelinat dans la banlieue de Mexico City. Cet établissement, que j'avais fait construire 5 ans auparavant, était l'un des plus grands projets de ma fondation. Je m'y rendais régulièrement, mais cette visite allait être différente de toutes les autres. En arrivant, j'ai été accueilli par la directrice, Madame Ramirez, une femme d'une 50aine d'années au sourire chaleureux. « Monsieur Fuentes », m'a-t-elle dit, « c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Les enfants sont impatients de vous rencontrer. » Nous avons commencé la visite habituelle. Les dortoirs fraîchement repeints, la salle de jeux animée, la bibliothèque silencieuse. Les rires des enfants résonnaient dans les couloirs, me rappelant douloureusement Miguel. Même après toutes ces années, son absence me pesait toujours autant. C'est alors que nous sommes arrivés dans le jardin. Un groupe de jeunes gens s'affairait autour d'un potager nouvellement aménagé. Madame Ramirez m'a expliqué avec enthousiasme, c'est notre dernier projet. Nous enseignons aux enfants à cultiver leurs propres légumes. C'est excellent pour leur apprentissage et leur confiance en eux. Mon regard a été attiré par un jeune homme qui semblait diriger les opérations. Grand, les cheveux noirs et les yeux sombres, il avait une prestance naturelle qui me rappelait... Non, c'était impossible. Je me suis secoué mentalement, chassant cette pensée absurde. Madame Ramirez a suivi mon regard. « Ah, je vois que vous avez remarqué Alejandro. C'est l'un de nos anciens pensionnaires. Il a grandi ici et maintenant il travaille comme bénévole. Un garçon remarquable. » Alejandro. Ce nom résonnait étrangement en moi. Le jeune homme s'est tourné vers nous et j'ai eu l'impression de recevoir un coup en pleine poitrine. Ses yeux, ce sourire, c'était comme regarder une version plus âgée de Miguel. « Alejandro », a appelé Madame Ramirez, « viens dire bonjour à Monsieur Fuentes. » Le jeune homme s'est approché, essuyant ses mains terreuses sur son jean. « Bonjour, Monsieur Fuentes », a-t-il dit en me tendant la main. « C'est un honneur de vous rencontrer. Votre générosité a changé la vie de tant d'enfants ici. » J'ai serré sa main, incapable de détacher mon regard de son visage. La ressemblance était frappante, troublante même. « Enchanté, Alejandro », ai-je réussi à articuler. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?»« Presque toute ma vie », a-t-il répondu avec un sourire légèrement triste. « J'ai été amené ici quand j'avais environ 8 ans. Je n'ai aucun souvenir de ma vie avant ça. 8 ans. L'âge qu'aurait eu Miguel au moment de l'accident. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Était-il possible que... Non, je ne devais pas me faire de faux espoirs. J'avais déjà trop souffert. « Et vos parents ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix neutre. Alejandro a haussé les épaules. « Je ne sais rien d'eux. On m'a dit que j'avais été trouvé errant dans les rues, sans aucun souvenir de qui j'étais ou d'où je venais. L'orphelinat est devenu ma maison, et les gens ici, ma famille. Chaque mot qu'il prononçait renforçait mon trouble. Je me suis excusé auprès d'Alejandro et de Madame Ramirez, prétextant un besoin urgent de prendre l'air. En réalité, j'avais besoin de rassembler mes pensées, de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Je me suis éloigné dans le jardin, cherchant un endroit tranquille pour réfléchir. Les questions se bousculaient dans ma tête. Était-il possible qu'Alejandro soit Miguel? Les dates correspondaient.
La ressemblance était frappante. Mais comment expliquer son amnésie? Et pourquoi personne ne l'avait-il reconnu toutes ces années? Je me suis assis sur un banc, la tête entre les mains. Je ne pouvais pas ignorer cette possibilité, aussi infime soit-elle. Mais je ne pouvais pas non plus me permettre de tomber dans un délire d'espoir qui pourrait me détruire une fois de plus. C'est alors qu'une idée m'est venue. J'allais engager un détective privé pour enquêter sur le passé d'Alejandro. Si mon intuition était correcte, si par miracle il s'agissait vraiment de Miguel, je devais en avoir le cœur net. Avec un mélange d'excitation et d'appréhension, je suis retourné vers le groupe. Alejandro était de nouveau occupé avec les enfants, leur montrant comment planter des graines de tomates. En le regardant interagir avec eux, patient et attentionné, j'ai senti une vague d'émotion me submerger. Qu'il soit ou non mon fils, ce jeune homme était exceptionnel. « Madame Ramirez », ai-je dit en me tournant vers la directrice, « j'aimerais en savoir plus sur votre programme de bénévolat. Peut-être pourrions-nous discuter de la possibilité d'étendre ce genre d'initiative à d'autres orphelinats ?» Elle a acquiescé avec enthousiasme et nous avons passé le reste de la visite à discuter de projets futurs. Mais mon esprit était ailleurs, focalisé sur Alejandro et sur les possibilités vertigineuses que sa présence ouvrait. En quittant l'orphelinat ce jour-là, j'étais un homme changé. Pour la première fois depuis 15 ans, je sentais une étincelle d'espoir s'allumer en moi. Bien sûr, je savais que je devais rester prudent. Les coïncidences existaient et je ne voulais pas me bercer d'illusions. Dès mon retour au bureau, j'ai contacté le meilleur détective privé de Mexico. Je lui ai expliqué la situation, insistant sur la nécessité d'une discrétion absolue. Je ne voulais pas perturber la vie d'Alejandro, si tout cela n'était qu'une fausse piste. Les jours qui ont suivi ont été un mélange d'anxiété et d'excitation. Je me surprenais à imaginer ce que serait ma vie si Alejandro était vraiment Miguel. Comment lui expliquerais-je tout ce qui s'était passé? Comment réagirait-il en apprenant qu'il avait une famille, une histoire dont il ne se souvenait pas? Mais je devais me calmer. Rien n'était encore prouvé. Et même si Alejandro n'était pas Miguel, peut-être était-ce un signe que le moment était venu pour moi d'ouvrir mon cœur, d'envisager à nouveau la possibilité d'une famille. Une semaine après ma visite à l'orphelinat, le détective m'a appelé. « Monsieur Fuentes, a-t-il dit, j'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Pouvons-nous nous rencontrer ?» Le cœur battant, j'ai fixé un rendez-vous pour le lendemain matin. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Les souvenirs d'Isabella et de Miguel se mêlaient aux images d'Alejandro, créant un tourbillon d'émotions que je peinais à contrôler. Au petit matin, alors que je me préparais pour cette rencontre qui pourrait tout changer, j'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se levait sur Mexico City, baignant la ville d'une lumière dorée. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à affronter ce que le destin me réservait. Peu importait ce que le détective allait me révéler. Je savais une chose avec certitude. Ma vie ne serait plus jamais la même. Que ce soit par la redécouverte miraculeuse de mon fils perdu ou par l'opportunité de donner un nouveau sens à mon existence, j'étais sur le point d'entamer un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre rempli d'espoir, de possibilités et peut-être même, enfin, de bonheur. Le bureau du détective, Javier Mendoza, était situé dans un vieux bâtiment du centre-ville. L'endroit respirait le mystère, avec ses murs couverts de vieilles coupures de journaux et ses étagères croulant sous le poids de dossiers poussiéreux. Mendoza lui-même était un homme d'une 50aine d'années, au visage buriné et au regard perçant. « Monsieur Fuentes » m'a-t-il accueilli en me serrant la main. « Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. » Je me suis assis, le cœur battant la chamade. Mendoza a ouvert un dossier devant lui et a commencé à parler. « J'ai enquêté sur le passé d'Alejandro comme vous me l'avez demandé. Ce que j'ai découvert est troublant pour le moins qu'on puisse dire. Il a fait une pause comme pour ménager son effet. J'ai dû me retenir de ne pas lui arracher le dossier des mains. Alejandro est arrivé à l'orphelinat le 15 juin 2009, soit exactement une semaine après l'accident qui a coûté la vie à votre femme et fait disparaître votre fils. Il avait environ 8 ans à l'époque, ce qui correspond à l'âge qu'aurait eu votre fils Miguel. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. La coïncidence était trop grande pour être ignorée. Mais ce n'est pas tout, a poursuivi Mendoza. J'ai réussi à retrouver l'infirmière qui a amené Alejandro à l'orphelinat. Elle s'appelle Maria Gomez. Elle travaillait à l'hôpital où vous avez été admis après l'accident. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. « Avez-vous pu lui parler ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Mendoza a secoué la tête.
Malheureusement, non. Maria Gomez a disparu il y a environ 10 ans. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Cette nouvelle m'a laissé perplexe. Pourquoi une infirmière disparaîtrait-elle ainsi? Y avait-il un lien avec Alejandro? Avec l'accident? Il y a autre chose, a ajouté Mendoza, l'air grave. J'ai examiné les rapports de police concernant l'accident. Quelque chose ne colle pas. Que voulez-vous dire? Ai-je demandé, soudain inquiet. Les conditions météorologiques de cette nuit-là ne correspondent pas tout à fait à ce qui est décrit dans le rapport. De plus, les dommages sur votre véhicule semblent excessifs pour un simple dérapage. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Êtes-vous en train de suggérer que l'accident n'était pas accidentel? Mendoza a hoché lentement la tête. Je ne peux rien affirmer avec certitude, mais il y a des éléments qui soulèvent des questions auxquelles votre frère, Raoul, pourrait peut-être répondre. Raoul, ai-je répété, abasourdi. Quel rapport mon frère a-t-il avec tout ça? Votre frère était le bénéficiaire principal de votre assurance-vie à l'époque de l'accident. De plus, il a pris le contrôle de votre entreprise pendant votre convalescence, un contrôle qu'il n'a jamais vraiment lâché depuis. Ces révélations m'ont frappé comme un coup de poing. Raoul et moi avions toujours eu une relation compliquée, mais de là à imaginer qu'il puisse être impliqué dans... Non, c'était impossible. Je refusais de croire que mon propre frère puisse être capable d'une telle monstruosité. « Monsieur Fuentes », a repris Mendoza, me tirant de mes pensées. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais il y a de fortes chances qu'Alejandro soit effectivement votre fils Miguel. » J'ai fermé les yeux, submergé par une vague d'émotions. Joie, confusion, colère, espoir, tout se mélangeait dans mon esprit. « Que me conseillez-vous de faire » ai-je demandé, me sentant soudain très lasse. « Pour l'instant, je vous recommande la prudence. Continuez à vous rapprocher d'Alejandro, mais ne lui révélez rien pour le moment. Nous avons besoin de preuves solides avant de faire quoi que ce soit. Pendant ce temps, je vais continuer à creuser. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. J'ai acquiescé, sachant qu'il avait raison. Mais l'idée de garder le secret face à Alejandro, de lui cacher qu'il pourrait être mon fils, me déchirait le cœur. En quittant le bureau de Mendoza, j'ai erré dans les rues de Mexico City, l'esprit en ébullition. Les révélations du détective avaient ouvert une boîte de Pandore que je n'étais pas sûr de pouvoir refermer. D'un côté, l'espoir de retrouver Miguel, de pouvoir enfin serrer mon fils dans mes bras après toutes ces années, était presque enivrant. Mais de l'autre, les soupçons qui pesaient sur Raoul, mon propre frère, me glacèrent le sang. Je me suis retrouvé dans un petit parc, assis sur un banc, observant les familles qui profitaient du soleil. Des parents jouaient avec leurs enfants, riant, insouciants. J'ai ressenti une pointe de jalousie, rapidement remplacée par une détermination farouche. Si Alejandro était vraiment Miguel, je ferais tout pour rattraper le temps perdu. Mais comment aborder Alejandro? Comment gagner sa confiance sans éveiller ses soupçons? Et surtout, comment gérer mes propres émotions face à lui, sachant ce que je savais maintenant? J'ai décidé de retourner à l'orphelinat dès le lendemain. Sous prétexte de discuter des projets de bénévolat, je pourrais passer du temps avec Alejandro, apprendre à le connaître. Cette nuit-là, je n'ai pratiquement pas dormi. Les visages d'Isabella, de Miguel enfant, d'Alejandro et de Raoul se succédaient dans mon esprit, formant un kaléidoscope d'émotions contradictoires. Le lendemain matin, j'ai appelé Madame Ramirez pour lui annoncer ma visite. Elle a semblé ravie de mon intérêt renouvelé pour le programme de bénévolat. En arrivant à l'orphelinat, j'ai immédiatement repéré Alejandro dans le jardin. Il était en train d'expliquer à un groupe d'enfants comment prendre soin des plants de tomates. Son visage s'est illuminé quand il m'a vu approcher. « Monsieur Fuentes !» s'est-il exclamé. « Quelle bonne surprise de vous revoir si tôt !» J'ai senti mon cœur se serrer en entendant sa voix. Était-ce vraiment mon fils qui se tenait devant moi? Comment avais-je pu vivre toutes ces années sans savoir qu'il était là, si proche? « Alejandro !» ai-je répondu en m'efforçant de garder une voix stable. « J'espérais justement vous voir. Que diriez-vous de prendre un café avec moi? J'aimerais discuter de quelques idées pour développer le programme de bénévolat. » Il a accepté avec enthousiasme et nous nous sommes dirigés vers un petit café à proximité de l'orphelinat. Pendant que nous marchions, j'ai observé Alejandro du coin de l'œil. Ses gestes, sa façon de parler, tout me rappelait Isabella. Comment avais-je pu ne pas le remarquer plus tôt? Au café, nous avons commencé à discuter du programme de bénévolat. Alejandro était passionné, plein d'idées pour améliorer la vie des enfants à l'orphelinat.
mais je voulais en savoir plus sur lui, sur sa vie. « Alejandro, ai-je dit doucement, pardonnez-moi si je suis indiscret, mais j'aimerais en savoir plus sur vous. Comment avez-vous décidé de devenir bénévole ici ?» Son regard s'est voilé un instant. « C'est une longue histoire, monsieur Fuentes. Disons simplement que cet orphelinat m'a sauvé la vie. Je veux rendre l'appareil, aider d'autres enfants comme on m'a aidé. » J'ai senti mon cœur se serrer. Si seulement il savait. « Et votre famille ?» ai-je demandé, essayant de ne pas paraître trop insistant. « N'avez-vous jamais cherché à retrouver vos parents biologiques ?» Alejandro a secoué la tête. « J'y ai pensé, bien sûr, mais je n'ai aucun souvenir d'eux. Et puis, j'ai trouvé une famille ici, à l'orphelinat. Ce sont eux, ma vraie famille. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. J'ai dû faire un effort surhumain pour ne pas tout lui révéler sur le champ. Alors que notre conversation se poursuivait, j'ai réalisé à quel point Alejandro était intelligent, généreux et plein de compassion. Qu'il soit ou non Miguel, j'étais fier de l'homme qu'il était devenu. En le raccompagnant à l'orphelinat, j'ai pris une décision. Peu importèrent les conséquences, je devais découvrir la vérité. Pour Alejandro, pour Miguel, pour Isabella et pour moi-même. De retour chez moi, j'ai appelé Mendoza. « J'ai besoin que vous accélériez l'enquête », lui ai-je dit. « Trouvez-moi cette infirmière, Maria Gomez, et creusez davantage sur les activités de mon frère à l'époque de l'accident. » Mendoza a promis de faire de son mieux, mais m'a une nouvelle fois mis en garde contre toute action précipitée. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai fixé le plafond pendant des heures. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image qui se dessinait était terrifiante. Si mes soupçons étaient fondés, cela signifiait que pendant 15 ans, j'avais vécu dans un mensonge. Un mensonge orchestré par mon propre frère. Mais une chose était certaine, je ne m'arrêterai pas avant d'avoir découvert toute la vérité. Pour Alejandro, pour Miguel, pour ma famille. Les jours qui ont suivi ma conversation avec Alejandro ont été un tourbillon d'émotions et de découvertes. Je passais mes journées à l'orphelinat, prétextant superviser de nouveaux projets, mais en réalité, je ne pouvais m'empêcher d'observer Alejandro. Chaque geste, chaque expression me rappelait Isabella ou le petit Miguel. C'était à la fois merveilleux et douloureux. Un matin, alors que je travaillais dans mon bureau à domicile, mon téléphone a sonné. C'était Mendoza. « Monsieur Fuentes », a-t-il dit sans préambule, « j'ai retrouvé la trace de Maria Gomez. » Mon cœur s'est emballé. « Où est-elle » ai-je demandé, impatient. « Elle vit dans un petit village à quelques heures de Mexico. Mais ce n'est pas tout. J'ai découvert qu'elle recevait régulièrement de l'argent d'un compte offshore lié à votre frère, Raoul. Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing. Les soupçons que j'avais tenté de repousser revenaient en force. Raoul était-il vraiment impliqué dans toute cette affaire ? « Je dois la voir », ai-je déclaré. « Pouvez-vous organiser une rencontre ?» Mendoza a hésité. « Monsieur Fuentes, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si votre frère est impliqué, cela pourrait être dangereux. » J'ai balayé ses inquiétudes d'un geste de la main. « Je dois savoir, Mendoza. Arrangez-moi cette rencontre. » Après avoir raccroché, j'ai fixé le portrait de famille accroché au mur. Isabella, Miguel et moi souriant, heureux. Cette photo avait été prise quelques semaines avant l'accident. Comment tout avait-il pu basculer si vite? Le lendemain, je me suis rendu au village où vivait Maria Gomez. C'était un endroit pittoresque, niché dans les montagnes. J'ai trouvé sa maison, une petite bâtisse aux murs blancs et aux volets bleus. Quand elle a ouvert la porte, j'ai immédiatement reconnu son visage. C'était la même infirmière qui s'était occupée de moi à l'hôpital après l'accident. « Monsieur Fuentes » a-t-elle dit, visiblement surprise. « Que faites-vous ici ?»« J'ai besoin de réponses, Maria » ai-je répondu calmement. « À propos d'Alejandro, à propos de mon fils. » Son visage a pâli. Elle a jeté un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule avant de m'inviter à entrer. Une fois à l'intérieur, Maria s'est effondrée sur une chaise, les mains tremblantes. « Je savais que ce jour viendrait », a-t-elle murmuré. « Dites-moi la vérité », ai-je insisté. « Alejandro est-il mon fils? Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là » Maria a pris une profonde inspiration. « Oui, Alejandro est votre fils Miguel. La nuit de l'accident, quand on l'a amené à l'hôpital, il était en état de choc, mais vivant. Votre frère Raoul est arrivé peu après. Il m'a offert une somme d'argent considérable pour faire disparaître Miguel et dire qu'il n'avait jamais été admis à l'hôpital. J'ai senti la colère monter en moi. « Pourquoi avez-vous accepté »
Les yeux de Maria se sont remplis de larmes. Raoul m'a menacé. Il a dit que si je ne coopérais pas, il s'assurerait que je perde mon emploi et que je ne puisse plus jamais travailler dans le domaine médical. J'avais des dettes, une famille à nourrir. J'ai eu peur. Qu'avez-vous fait de Miguel? Ai-je demandé, la gorge serrée. Je l'ai emmené à l'orphelinat. Je savais qu'il y serait en sécurité. Mais le choc de l'accident lui avait fait perdre la mémoire. Il ne se souvenait plus de qui il était. J'ai fermé les yeux, essayant d'assimiler toutes ces informations. Mon propre frère avait orchestré tout cela. Il m'avait volé mon fils, m'avait fait croire pendant 15 ans qu'il était mort. Pourquoi Raoul a-t-il fait ça? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Maria a secoué la tête. Je ne suis pas sûr. Il parlait de l'entreprise, de l'héritage. Je crois qu'il voulait tout contrôler. Je suis sorti de chez Maria, l'esprit en ébullition. J'avais enfin les réponses que je cherchais, mais elles soulevaient encore plus de questions. Comment allais-je annoncer à Alejandro qu'il était en réalité mon fils? Comment allais-je confronter Raoul? Sur le chemin du retour vers Mexico City, j'ai appelé Mendoza pour lui faire part de mes découvertes. Il m'a conseillé la prudence, mais je savais que je ne pouvais plus attendre. Je devais agir. Ma première étape a été de retourner à l'orphelinat. J'ai demandé à parler à Alejandro en privé. Quand il est entré dans le bureau de Madame Ramirez, j'ai senti mon cœur se serrer. Comment lui dire? « Alejandro, ai-je commencé, la voix tremblante, j'ai quelque chose d'important à vous dire, quelque chose qui va changer votre vie et la mienne. » Il m'a regardé avec curiosité. « De quoi s'agit-il, monsieur Fuentes ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Alejandro, je crois que vous êtes mon fils Miguel, que je croyais avoir perdu il y a 15 ans. » Le visage d'Alejandro est passé de la surprise à l'incrédulité. « Quoi? Mais c'est impossible. Je ne comprends pas. » J'ai alors tout expliqué. L'accident, les manigances de Raoul, les découvertes de Mendoza, ma rencontre avec Maria. Alejandro m'écoutait, les yeux écarquillés, visiblement bouleversés. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, » ai-je dit doucement. « Je ne m'attends pas à ce que vous m'acceptiez immédiatement comme votre père. Mais j'espère que vous me donnerez une chance de vous connaître, de rattraper le temps perdu. » Alejandro est resté silencieux pendant un long moment. Puis, d'une voix à peine audible, il a demandé « Et ma mère? Qu'est-il arrivé à ma mère ?» Mon cœur s'est brisé en voyant la douleur dans ses yeux. « Isabella, ta mère, elle n'a pas survécu à l'accident, mais elle t'aimait plus que tout au monde, Alejandro. Miguel, elle serait si fière de l'homme que tu es devenu. » Les larmes ont commencé à couler sur les joues d'Alejandro. Sans réfléchir, je l'ai pris dans mes bras. À ma grande surprise, il n'a pas résisté. Nous sommes restés ainsi pendant ce qui semblait être une éternité, pleurant ensemble la perte de 15 années et le début d'un nouveau chapitre de nos vies. Quand nous nous sommes finalement séparés, Alejandro a essuyé ses larmes et m'a regardé droit dans les yeux. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Mais je veux en savoir plus. Sur vous, sur ma mère, sur ma vraie famille. J'ai hoché la tête, le cœur rempli d'espoir. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là quand tu seras prêt. En quittant l'orphelinat ce jour-là, je savais que ma vie venait de changer à jamais. J'avais retrouvé mon fils, mais le chemin vers une véritable relation père-fils serait long et difficile. Et il y avait encore une dernière chose à régler. Raoul. Je suis rentré chez moi, déterminé à confronter mon frère dès le lendemain. Mais en arrivant, j'ai trouvé la porte d'entrée entr'ouverte. Avec précaution, je suis entré dans la maison. « Raoul » ai-je appelé. J'ai entendu un bruit venant de mon bureau. En y entrant, j'ai trouvé Raoul assis dans mon fauteuil, un verre de whisky à la main. « Bonsoir, petit frère » a-t-il dit d'une voix froide. Il semblerait que nous ayons beaucoup de choses à nous dire. Je me suis figé sur place, réalisant que la confrontation que j'avais prévue allait avoir lieu plus tôt que prévu. Et quelque chose dans le regard de Raoul me disait que cette conversation ne serait pas facile. Le bureau était plongé dans une semi-obscurité, éclairé seulement par la lampe de bureau. Raoul me fixait, son visage à moitié dans l'ombre, un sourire froid aux lèvres. Je sentais la tension monter en moi, un mélange de colère et de trahison qui menaçait d'exploser. « Alors, » a commencé Raoul, faisant tourner le liquide ambré dans son verre, « tu as finalement découvert la vérité. Je suppose que je devrais te féliciter pour ta persévérance. » J'ai serré les poings, luttant pour garder mon calme. « Pourquoi, Raoul? Comment as-tu pu me faire ça? À moi, ton propre frère ?» Raoul a éclaté d'un rire sans joie. « Oh, Carlos,
Toujours aussi naïf, tu ne comprends donc pas? C'était la seule façon de sauver l'entreprise familiale. De quoi parles-tu? Ai-je demandé, confus. Il s'est levé, posant brusquement son verre sur le bureau. L'entreprise était au bord de la faillite, Carlos. Ton obsession pour la philanthropie, ta volonté de toujours faire ce qui est juste, nous menait droit dans le mur. J'ai dû agir. En organisant un accident qui a tué ma femme et m'a fait croire que j'avais perdu mon fils, ai-je crié, incapable de contenir ma rage plus longtemps. Raoul a eu au moins la décence de paraître un peu gêné. Isabella n'était pas censée être dans la voiture ce soir-là, et Miguel, c'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Avec toi, hors jeu et l'héritier disparu, j'ai pu prendre le contrôle et sauver l'entreprise. J'étais abasourdi par son manque total de remords. Tu as détruit ma vie pour de l'argent. Pas seulement pour l'argent, Carlos, a-t-il répliqué, pour préserver l'héritage de notre famille, pour assurer notre avenir. J'ai fait ce que tu étais trop faible pour faire. Je me suis avancé vers lui, tremblant de rage. Tu n'avais pas le droit de prendre cette décision. Tu m'as volé 15 ans avec mon fils. Raoul a haussé les épaules. Et regarde ce que tu as accompli pendant ces 15 ans. Tes œuvres de charité, tes hôpitaux, tes écoles, tu as fait plus de bien que tu n'en aurais jamais fait si tu étais resté à la tête de l'entreprise. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Une partie de moi savait qu'il avait raison, mais cela ne justifiait en rien ses actions. Et maintenant, ai-je demandé, que comptes-tu faire? Raoul m'a regardé droit dans les yeux. Ça dépend de toi, petit frère. Si tu décides de tout révéler, de me traduire en justice, tu détruiras tout ce que nous avons construit. L'entreprise, la fondation, tout s'effondrera. Es-tu prêt à sacrifier tout cela pour ta vengeance? J'ai senti le poids de cette décision peser sur mes épaules. D'un côté, je voulais que Raoul paie pour ce qu'il avait fait. De l'autre, je savais que révéler la vérité aurait des conséquences désastreuses pour des milliers de personnes qui dépendèrent de l'entreprise et de la fondation. « Je te laisse y réfléchir », a dit Raoul en se dirigeant vers la porte. « Mais n'oublie pas, Carlos, que parfois le plus grand bien nécessite les sacrifices les plus difficiles. » Après son départ, je suis resté dans mon bureau, l'esprit en ébullition. Comment pouvais-je prendre une telle décision? Comment choisir entre la justice pour ma famille et le bien-être de tant d'autres? Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions et de réflexions. J'ai passé beaucoup de temps avec Alejandro, essayant de rattraper les années perdues. Malgré le choc initial, il semblait ouvert à l'idée de construire une relation avec moi. Un après-midi, alors que nous nous promenions dans le parc où j'avais l'habitude d'emmener Miguel quand il était petit, Alejandro m'a posé la question que je redoutais. « Que vas-tu faire à propos de Raoul ?» J'ai soupiré, m'asseyant sur un banc. « Je ne sais pas, Alejandro. Une partie de moi veut le voir payer pour ce qu'il a fait, mais les conséquences... » Alejandro s'est assis à côté de moi. « Tu sais, quand j'ai appris la vérité sur mon passé, j'étais en colère. Tellement en colère. Mais ensuite, j'ai pensé à tous les enfants de l'orphelinat, à toutes les vies que nous avons changées grâce à la fondation. Est-ce que tout cela vaut moins que notre douleur? J'ai regardé mon fils, surpris par sa sagesse. « Tu es bien plus mature que je ne l'étais à ton âge », ai-je dit avec un sourire triste. Il a haussé les épaules. J'ai eu de bons mentors à l'orphelinat. Ils m'ont appris que parfois pardonner est plus fort que se venger. Ces mots ont résonné en moi, me rappelant pourquoi j'avais commencé ma mission philanthropique en premier lieu. N'était-ce pas pour transformer ma douleur en quelque chose de positif? Le lendemain, j'ai convoqué Raoul dans mon bureau. Quand il est entré, j'ai vu la tension dans ses épaules, l'inquiétude dans ses yeux. « J'ai pris ma décision », ai-je annoncé. Raoul s'est raidi, attendant ma sentence. « Je ne vais pas te dénoncer », ai-je dit, observant le soulagement se répandre sur son visage. « Mais à une condition. »« Laquelle ?» a-t-il demandé méfiant. « Tu vas démissionner de ton poste de PDG. Tu transféreras toutes tes actions à une fiducie qui sera gérée conjointement par Alejandro et moi. L'entreprise sera réorientée pour soutenir pleinement les activités de la fondation. » Raoul a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai coupé. « C'est non négociable, Raoul. C'est ça ou je révèle tout. » Après un long moment de silence, il a finalement acquiescé. « D'accord, Carlos, tu as gagné. » Dans les semaines qui ont suivi, nous avons mis en place les changements. L'annonce de la réorientation de l'entreprise a été accueillie avec enthousiasme par le public. Alejandro, avec son expérience à l'orphelinat, a apporté de nouvelles idées fraîches pour étendre notre impact. Un soir, alors qu'Alejandro et moi travaillions tard au bureau,
Il m'a regardé avec un sourire. « Tu sais, papa, a-t-il dit, le mot sonnant encore étrangement à mes oreilles, je pense que maman serait fière de nous. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Oui, je pense qu'elle le serait. Alors que nous regardions par la fenêtre le soleil se coucher sur Mexico City, j'ai réalisé que même si le chemin avait été long et douloureux, nous avions finalement trouvé une sorte de paix. Pas la fin heureuse que j'avais imaginée il y a 15 ans, mais un nouveau départ, rempli d'espoir et de possibilités. Le fantôme d'Isabella semblait flotter autour de nous, son amour nous enveloppant comme une douce brise. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que tout irait bien. Les mois qui ont suivi la confrontation avec Raoul ont été un tourbillon d'activités et d'émotions. La restructuration de l'entreprise et son intégration plus étroite avec la fondation ont demandé un travail acharné, mais les résultats commençaient déjà à se faire sentir. Nous avions réussi à étendre nos programmes d'aide à travers tout le Mexique, touchant des vies que nous n'aurions jamais imaginé atteindre auparavant. Alejandro s'était révélé être un atout inestimable. Son expérience à l'orphelinat et sa compréhension profonde des besoins des enfants défavorisés apportaient une perspective unique à nos projets. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une fierté immense en le voyant travailler, négocier avec des partenaires et inspirer notre équipe. Un jour, alors que nous visitions un nouvel hôpital que nous avions construit dans une région reculée, Alejandro s'est tourné vers moi avec un sourire. « Tu sais, papa, a-t-il dit, je commence à comprendre pourquoi tu as choisi cette voie après l'accident. C'est comme si chaque vie que nous touchons guérissait une petite partie de nous-mêmes. » J'ai senti mon cœur se serrer à ces mots. C'est exactement ça, fils. Chaque sourire, chaque merci, c'est comme si Isabella était là, nous encourageant à continuer. Nous sommes restés silencieux un moment, contemplant le bâtiment flambant neuf qui allait bientôt accueillir des milliers de patients. C'est alors qu'une idée m'est venue. « Alejandro, ai-je dit, que dirais-tu si nous nommions cet hôpital en l'honneur de ta mère ?»« L'hôpital Isabella Fuentes. » Les yeux d'Alejandro se sont remplis de larmes. « Ce serait parfait, a-t-il murmuré. Cette décision a marqué un tournant dans notre relation. C'était comme si, en honorant la mémoire d'Isabella ensemble, nous avions finalement brisé la dernière barrière entre nous. Alejandro a commencé à m'appeler papa plus souvent, et chaque fois qu'il le faisait, je sentais mon cœur se gonfler de joie. Cependant, malgré tous ces progrès, il restait une ombre sur notre bonheur retrouvé. Raoul. Mon frère s'était retiré de l'entreprise comme convenu, mais je savais qu'il souffrait de cette situation. Malgré tout ce qu'il avait fait, il restait mon frère et une partie de moi ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour lui. Un soir, alors qu'Alejandro et moi dînions chez moi, j'ai abordé le sujet. « J'ai reçu des nouvelles de Raoul aujourd'hui », ai-je dit doucement. Alejandro a levé les yeux de son assiette, son expression soudain tendue. « Ah oui? Que veut-il » J'ai pris une profonde inspiration. « Il demande notre pardon. Il dit qu'il a beaucoup réfléchi ces derniers mois et qu'il aimerait avoir l'opportunité de se racheter. » Alejandro a froncé les sourcils. « Tu ne penses pas sérieusement à lui donner une seconde chance, n'est-ce pas ?» J'ai posé ma fourchette, choisissant soigneusement mes mots. Je sais que ce qu'il a fait est impardonnable, mais c'est toujours mon frère, ton oncle, et je me demande si peut-être nous ne devrions pas au moins l'écouter. Alejandro est resté silencieux pendant un long moment, jouant distraitement avec sa nourriture. Finalement, il a levé les yeux vers moi. Tu sais, à l'orphelinat, on nous a toujours appris l'importance du pardon, que c'était aussi libérateur pour celui qui pardonne que pour celui qui est pardonné. Mais là, c'est différent. Il nous a volé 15 ans. J'ai hoché la tête, comprenant sa réticence. Je sais, et je ne te demande pas de lui pardonner immédiatement. Juste, peut-être pourrions-nous lui donner une chance de s'expliquer, de nous montrer s'il a vraiment changé. Après une longue réflexion, Alejandro a finalement acquiescé. D'accord, mais je ne promets rien. La semaine suivante, nous avons invité Raoul à nous rejoindre dans les bureaux de la Fondation. Quand il est entré, j'ai été frappé par son apparence. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques mois, les épaules voûtées, les yeux cernés. « Carlos Alejandro, a-t-il dit doucement, merci de me recevoir. » Nous nous sommes assis, un silence inconfortable s'installant dans la pièce. Finalement, Raoul a pris la parole. « Je sais que rien de ce que je pourrais dire ne justifiera mes actions, » a-t-il commencé. « J'ai été aveuglé par l'ambition, par la peur de perdre l'entreprise familiale. J'ai fait des choix horribles, impardonnables. »
Mais ces derniers mois m'ont fait réaliser à quel point j'avais tort. Voir ce que vous avez accompli ensemble, le bien que vous faites, ça m'a ouvert les yeux. Il s'est tourné vers Alejandro. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance ou de me pardonner, mais j'aimerais avoir l'opportunité de me racheter. Pas pour moi, mais pour essayer de réparer une infime partie du mal que j'ai causé. Alejandro l'a fixé pendant un long moment, son visage indéchiffrable. Puis, lentement, il s'est tourné vers moi. « Qu'en penses-tu, papa ?» J'ai pris une profonde inspiration. Je pense que tout le monde mérite une seconde chance, mais cela ne veut pas dire que la confiance sera immédiate. Il faudra du temps et des actions concrètes. Raoul a hoché la tête vigoureusement. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra. J'ai pensé à quelque chose. J'aimerais mettre mes compétences en gestion au service de la Fondation. Travailler sur le terrain dans les projets les plus difficiles. Peut-être que comme ça, je pourrais commencer à réparer une partie du mal que j'ai fait. Alejandro et moi avons échangé un regard. Finalement, mon fils a pris la parole. D'accord, mais à une condition. Tu commenceras par travailler à l'orphelinat où j'ai grandi. Tu verras de tes propres yeux l'impact que tes actions ont eu sur des enfants innocents. Raoul a acquiescé, les larmes aux yeux. Merci, je ne vous décevrai pas cette fois. Alors que nous quittions le bureau ce jour-là, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Le chemin vers la réconciliation serait long et difficile, mais nous avions fait le premier pas. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai regardé la photo d'Isabella sur ma table de chevet. « Tu serais fier de notre fils ?» ai-je murmuré. « Il a ta force et ton cœur. » Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que notre famille, bien que brisée et recollée, était enfin sur la voie de la guérison. Les mois qui ont suivi la réintégration de Raoul dans nos vies ont été une période d'ajustement pour nous tous. Comme promis, il a commencé à travailler à l'orphelinat où Alejandro avait grandi. Les premiers jours ont été difficiles pour lui, confronté à la réalité des vies qu'il avait indirectement affectées par ses actions passées. Un soir, alors qu'Alejandro et moi étions en train de travailler tard au bureau de la Fondation, nous avons reçu un appel inattendu de Raoul. « Carlos, Alejandro », sa voix tremblait légèrement au téléphone, « j'ai besoin que vous veniez à l'orphelinat. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Intrigués et un peu inquiets, nous nous sommes précipités à l'orphelinat. Raoul nous attendait à l'entrée, l'air agité. « Suivez-moi », a-t-il dit simplement. Il nous a conduits dans une petite pièce à l'arrière du bâtiment, utilisée pour stocker d'anciens dossiers. Là, sur une table, était étalée une série de documents jaunis par le temps. « J'ai trouvé ça en rangeant les archives », a expliqué Raoul. « Ce sont les dossiers d'admission de l'année où Alejandro est arrivé ici. » Alejandro s'est penché sur les papiers, les yeux écarquillés. « Mais il y a 2 dossiers à mon nom », a-t-il dit, confus. J'ai regardé par-dessus son épaule. En effet, il y avait 2 dossiers datés du même jour, tous 2 au nom d'Alejandro. Raoul a pris une profonde inspiration. J'ai fait des recherches. Il s'avère qu'un autre garçon du même âge qu'Alejandro a été admis le même jour. Ils lui ont donné le même nom pour le protéger. Le protéger de quoi ? Ai-je demandé, sentant mon cœur s'accélérer. Raoul a baissé les yeux. De moi. L'infirmière, Maria Gomez, savait que je chercherais Miguel. Elle a créé une fausse identité pour lui, utilisant le nom d'un autre orphelin pour brouiller les pistes. Alejandro s'est tourné vers moi, le visage pâle. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ça veut dire que il y a peut-être 2 Alejandro, et que l'un d'eux pourrait être Miguel, a terminé Alejandro dans un souffle. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les implications de cette découverte étaient vertigineuses. Si c'était vrai, cela signifiait que l'un des 2 Alejandro était vraiment mon fils biologique, Miguel. Mais lequel ? Où est l'autre Alejandro maintenant ? Ai-je demandé à Raoul. Il a secoué la tête. Je ne sais pas. Il a quitté l'orphelinat il y a des années. Mais j'ai trouvé une adresse dans son dossier. C'est peut-être un début. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions et d'activités. Nous avons engagé des détectives privés pour retrouver l'autre Alejandro, tout en essayant de gérer le choc de cette révélation. Alejandro, mon Alejandro, était particulièrement affecté. Je l'ai trouvé un soir assis seul dans le jardin de ma maison, le regard perdu dans le vide. « Hey !» ai-je dit doucement en m'asseyant à côté de lui. « Comment tu te sens ?» Il a haussé les épaules. « Je ne sais pas, papa.
C'est tellement confus. Et si je n'étais pas vraiment Miguel? Et si tout ça n'était qu'une erreur? J'ai passé mon bras autour de ses épaules. « Écoute-moi bien, Alejandro. Peu importe ce que les tests ADN diront, tu es mon fils. Peut-être pas par le sang, mais par le cœur. Ça ne changera jamais. » Il m'a regardé, les yeux brillants de larmes. « Vraiment? Vraiment ?» ai-je affirmé. « Nous sommes une famille maintenant et rien ne changera ça. » Une semaine plus tard, nous avons enfin eu des nouvelles des détectives. Ils avaient localisé l'autre Alejandro dans une petite ville à quelques heures de Mexico City. Le cœur battant, nous avons pris la route. Alejandro, Raoul et moi. Le trajet s'est fait dans un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées. Quand nous sommes arrivés à l'adresse indiquée, une modeste maison aux murs blancs, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Un jeune homme se tenait dans le jardin, arrosant des fleurs. Quand il s'est retourné pour nous regarder, j'ai eu l'impression de voir un fantôme. Il était le portrait craché d'Isabella. « Bonjour », a-t-il dit, l'air perplexe. « Je peux vous aider ?» J'ai ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. C'est Alejandro qui a pris la parole. « Salut », a-t-il dit d'une voix tremblante. « Tu ne nous connais pas, mais nous pensons que nous pourrions être frères. » Le jeune homme nous a regardés tour à tour, ses yeux s'arrêtant sur moi. Une lueur de reconnaissance est passée dans son regard. J'ai des rêves parfois, a-t-il dit lentement. Des rêves d'un homme qui ressemble beaucoup à vous, et d'une femme aux yeux doux. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. « Miguel » ai-je murmuré. Il a incliné la tête comme s'il essayait de se souvenir. Ce nom, il me semble familier. Raoul s'est avancé, le visage empreint de remords. « Je suis tellement désolé, a-t-il dit. Tout est de ma faute. » Le jeune homme, Miguel, nous a regardés, confus, mais curieux. Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Alors que nous entrions dans la maison, je me suis rendu compte que notre histoire était loin d'être terminée. Au contraire, un nouveau chapitre venait de commencer. Un chapitre rempli d'incertitudes, mais aussi d'espoir. L'espoir de réunir enfin notre famille brisée et peut-être de guérir les blessures du passé. En regardant les deux jeunes hommes qui pourraient être mon fils, j'ai réalisé que peu importait ce que les tests ADN révéleraient. Ils étaient tous les deux une partie de moi maintenant, liés par les liens du destin et de l'amour. Et ensemble, nous allions découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Les semaines qui ont suivi notre rencontre avec le deuxième Alejandro, ou plutôt Miguel, comme nous avions fini par l'appeler, ont été un tourbillon d'émotions et de découvertes. Nous avions décidé de faire des tests ADN pour confirmer nos soupçons, mais au fond de moi, je savais déjà la vérité. Le regard de Miguel, si semblable à celui d'Isabella, ne laissait que peu de doute. Le jour où nous avons reçu les résultats, nous étions tous réunis dans le salon de ma maison. Alejandro, Miguel, Raoul et moi. L'atmosphère était tendue, chargée d'anticipation et d'appréhension. J'ai ouvert l'enveloppe d'une main tremblante et j'ai lu le contenu en silence. Puis, levant les yeux vers les visages anxieux qui m'entouraient, j'ai pris une profonde inspiration. « Miguel », ai-je dit doucement, me tournant vers le jeune homme qui avait grandi loin de nous. « Tu es bien mon fils biologique. » Un mélange d'émotions a traversé son visage, soulagement, joie, mais aussi une pointe de confusion. Puis, son regard s'est tourné vers Alejandro, et j'ai vu l'inquiétude s'installer dans ses yeux. Alejandro, quant à lui, avait baissé la tête, ses épaules légèrement affaissées. Mon cœur s'est serré en le voyant ainsi. Je me suis approché de lui et j'ai posé une main sur son épaule. « Alejandro », ai-je dit avec fermeté, « regarde-moi. » Il a levé les yeux et j'ai pu voir les larmes qui menaçaient de couler. Ce que j'ai dit il y a quelques semaines est toujours vrai. Tu es mon fils, peu importe ce que dit ce test. L'ADN ne définit pas une famille. C'est l'amour, le respect et les expériences partagées qui le font. Raoul s'est avancé, le visage empreint de remords. « C'est vrai », a-t-il dit, « et c'est quelque chose que j'ai mis trop longtemps à comprendre. Mes actions ont brisé cette famille, mais votre amour l'a reconstruite. Vous êtes tous les deux des Fuentes, dans tous les sens qui comptent vraiment. » Miguel s'est approché d'Alejandro, hésitant. « Je ne veux pas prendre ta place, » a-t-il dit doucement. « Pendant toutes ces années, tu as été le fils que notre père méritait. Je suis juste heureux d'avoir la chance de faire partie de cette famille, d'une manière ou d'une autre. » Alejandro a regardé Miguel, puis moi, et enfin Raoul. Lentement, un sourire s'est formé sur son visage.
Tu sais quoi? Je pense que cette famille a assez de place pour 2 fils. » Ces mots ont brisé la tension dans la pièce. Nous nous sommes tous retrouvés dans une étreinte collective, riant et pleurant en même temps. C'était comme si, après toutes ces années de douleur et de séparation, nous avions enfin trouvé notre chemin vers la guérison. Dans les mois qui ont suivi, nous avons dû naviguer dans les eaux inconnues de notre nouvelle dynamique familiale. Miguel a décidé de déménager à Mexico City pour être plus proche de nous et pour travailler avec la Fondation. Alejandro l'a pris sous son aile, l'aidant à s'intégrer dans l'entreprise et dans notre famille élargie. Raoul, fidèle à sa promesse de rédemption, a continué à travailler dans les projets les plus difficiles de la Fondation. Peu à peu, il a regagné notre confiance et est devenu une partie intégrante de notre mission philanthropique. 1 an après la révélation des tests ADN, nous nous sommes tous réunis pour l'inauguration d'un nouveau projet, un centre communautaire portant le nom d'Isabella. C'était une journée ensoleillée, le ciel d'un bleu éclatant qui me rappelait les yeux de ma défunte épouse. Alors que je me tenais devant la foule pour prononcer mon discours, j'ai regardé ma famille rassemblée au premier rang. Alejandro et Miguel, côte à côte, si différents et pourtant si semblables dans leur dévouement et leur compassion. Raoul, le visage serein, ayant enfin trouvé la paix avec lui-même. « Il y a des années, ai-je commencé, j'ai perdu ce que je croyais être tout ce qui comptait pour moi. Ma femme, mon fils, mon avenir. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas comme un homme brisé, mais comme un homme béni. » J'ai fait une pause, sentant l'émotion monter en moi. Car, voyez-vous, parfois la vie nous prend ce que nous aimons le plus, mais en retour, elle nous offre des cadeaux inattendus. J'ai perdu un fils et j'en ai retrouvé 2. J'ai perdu ma femme, mais son amour vit à travers chaque vie que nous touchons avec notre travail. J'ai regardé Raoul, un léger sourire aux lèvres. J'ai même redécouvert un frère et avec lui, le vrai sens du pardon et de la rédemption. Me tournant à nouveau vers la foule, j'ai continué. Ce centre communautaire est plus qu'un simple bâtiment. C'est un symbole de l'amour qui peut naître de la douleur, de l'espoir qui peut émerger du désespoir. C'est l'héritage d'Isabella, et l'héritage que nous espérons tous laisser derrière nous. Après la cérémonie, alors que nous nous tenions tous les 4 devant le nouveau bâtiment, j'ai senti une douce brise nous envelopper. Pour un instant, j'ai cru sentir la présence d'Isabella, son amour nous entourant comme une étreinte chaleureuse. « Tu sais, papa, » a dit Alejandro, « je pense que maman serait fière de nous, de ce que nous avons accompli, de la famille que nous sommes devenus. » Miguel a hoché la tête, les yeux brillants. « J'aurais aimé la connaître, » a-t-il dit doucement. J'ai passé mes bras autour des épaules de mes fils. Elle est avec nous, d'une certaine façon. Dans chaque acte de bonté, dans chaque vie que nous changeons, et tant que nous continuerons son œuvre, elle vivra à travers nous. Raoul s'est approché, posant une main sur l'épaule de Miguel. Et nous continuerons, ensemble, pour honorer sa mémoire et pour construire un avenir meilleur. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant le centre communautaire d'une lumière dorée, j'ai réalisé que notre voyage était loin d'être terminé. Il y aurait encore des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais nous les affronterions ensemble, en famille, car au final, c'est ce que nous étions devenus. Une famille, forgée non pas seulement par le sang, mais par l'amour, la douleur, le pardon et l'espoir. Et c'était là le plus bel héritage qu'Isabella aurait pu nous laisser.